Hei, god kveld, bonne soirée, bienvenue. Jeg skal prøve det på norsk, for en gangs skyld. Mitt navn er Marcelino Valiente, jeg er kulturattaché ved det franske instituttet i Norge. Og i går jeg leste i stor norsk leksikon om frankofoni, og det står det. Frankofoni er det å snakke fransk, eller dyrkning av og kamp for fransk språk og kultur. Siden 60-tallet er begrepet brukt om det språklige, kulturelle, politiske og økonomiske fellesskap som eksisterer mellom fransktalende områder. Men frankofoni er også å gi mindre synlige kulturer en mulighet til å uttrykke seg. Det er en mulighet til å lytte til nye stemmer som forteller ulike historier om deres folk. Frankofoni dreier seg om å forstå at det franske språket er som et levende organ som har utviklet seg i kontakt med andre språk og kulturer. I kveld har det franske instituttet i samarbeid med Mella-huset invitert 3 fransktalende forfattere, Priya Hein, Ari Gauthier og James Noel, som alle har til felles ikke bare det franske språket, men også det kreolske språket. Så før Geir Uvsløk fra Universitetet i Oslo og medvirkende til den veldig kjent podcasten Frankrike forklart, begynner denne samtale, ønsker jeg å minne dere på at etter den samtalen blir litt matservering, og etterpå blir konsert av Maya Kamati. Siste ting og viktig for de som kan ikke fransk, fordi den samtalen skal pågå på fransk, så dere har mulighet til å lytte den oversettelse fra Kristina på den Zoom-application, Zoom-app, på deres mobiltelefon. Ja, jeg kan bruke litt engelsk ord litt innimellom. Veldig vanskelig å unngå det. Dere kan bruke mobiltelefon med hva heter det på norsk? Ja, takk. Ok. Så jeg håper det virker bra, dette her. Det er første gang vi prøver det. Ok, Geir? Merci. Donc Marcelino est français et parle norvégien. Moi, je suis norvégien et je vais parler français. Je m'appelle donc Geir Uvsløk et mon titre officiel à l'Université d'Oslo, c'est maître de conférence en littérature et civilisation française, mais j'aurais préféré que ça soit littérature et civilisation francophone au pluriel. Et du coup, je suis très heureux ce soir parce que nous allons écouter 3 auteurs de 3 pays différents qui sont tous francophones, mais qui s'expriment aussi en utilisant d'autres langues, notamment la langue créole. Et donc, je vais d'abord les présenter brièvement et aussi poser quelques questions, mais c'est surtout eux qui vont parler ce soir. Donc, Priya Hein est née à l'île Maurice. Elle a écrit plusieurs livres pour enfants et des nouvelles avant de publier son premier roman, Riambelle, roman excellent que vous pouvez acheter à l'entrée ou à la sortie, du coup. Et c'est surtout donc de ce livre que nous allons parler ce soir. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage nommé Noémie et son enfance à l'île Maurice, dans un bidonville, un camp créole, comme on dit en créole, nommé Africa Town. C'est un roman qui est à la fois très douloureux et très beau, avec beaucoup de rage, mais aussi avec beaucoup de compassion pour certains des personnages. Et aussi, ça c'est important, c'est un livre multilingue. L'original est écrit en anglais, français et créole, et il est traduit en français, en gardant le créole, par Priya Hein elle-même, en collaboration avec Adia Tegali. Et à côté de moi, il y a James Noel, qui est né en Haïti,
Il a publié un grand nombre de recueils de poésie en français et en créole. Il est aussi responsable pour la publication d'une anthologie de poésie haïtienne contemporaine, où je pense qu'il y a plus de 70 poètes rassemblés. Il est aussi acteur et il a fondé la revue littéraire et artistique Intranquillité, où il y a donc « il » au milieu de ce titre d'Intranquillité. Mais c'est de son premier roman, qui est intitulé Belle Merveille, que nous allons parler ce soir, surtout. Il est traduit en norvégien avec le titre Vakre Vidunder, traduit par Synnøve Sundby. Belle Merveille, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un survivant du séisme terrible qui a frappé Haïti en 2010 et qui a provoqué 300 000 morts. Et c'est l'histoire de cette catastrophe, de la vie d'après, de la société haïtienne et aussi de l'amour qui ne guérit peut-être pas, mais qui permet au moins de continuer la vie. Harry Gauthier, enfin, qui habite à Oslo, est né à Madagascar, mais il a grandi à Pondichéry, en Inde. Il a publié 2 romans et un recueil de nouvelles sur la ville de son enfance, donc Pondichéry, et c'est surtout de ce recueil de nouvelles, Nocturne Pondichéry, que nous allons parler ce soir. Et dans ces nouvelles, Harry donne une vie littéraire à sa ville et à ses habitants. Il s'intéresse au destin des gens à la fois ordinaires et extraordinaires. Il leur laisse la parole et il les montre dans leur pluralité culturelle et linguistique. Et c'est un peu son projet de mettre Pondichéry sur la carte littéraire, justement, parce que il y a, la francophonie indienne est encore très peu connue, oui. Inconnue, on peut même dire, oui. Mais donc on va parler de vos livres, mais avant de faire ça, avant de parler de ce que vous avez écrit, je propose que nous commencions cette conversation avec vos lectures. Donc est-ce que vous pouvez tous les 3 citer une source d'inspiration littéraire qui a été importante pour vous, et nous dire pourquoi? Si on peut commencer avec toi, James. Peut-être. Je vais donner un coup dur, un terrible coup bas à Harry, parce que il m'a fait des confidences. Et puis, je ne veux même pas mentir. Et il se trouve qu'on a en commun un auteur haïtien qui est extraordinaire, qui est un mythe, une légende haïtienne, grand poète, grand romancier, penseur, essayiste, en la personne de Jacques Roumain, auteur de Gouverneur de la Rosée, et qui infuse l'univers de mon roman Belle Merveille. Et il se trouve qu'apparemment, c'est l'auteur qui a marqué Harry. C'est bon coup bas. Donc, j'ai plus besoin de dire qui m'a inspiré le plus. Mais comme je l'ai dit souvent, je crois que j'avais 9 ou 10 ans. J'étais au lycée français de Pondichéry, où normalement on étudie que des auteurs français francophones, hexagonales, on va dire, classiques. Et la première fois, je suis tombé sur ce livre et je l'ai pris, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai eu une révélation, parce qu'il parlait une langue qui n'était plus français. C'était le créole. Et je ne comprenais pas un peu, déjà l'univers créole, je ne le comprenais pas, et Haïti, parce que j'ai toujours pas... Les livres que j'ai lus, c'était Bordeaux, c'était la Bretagne, c'était Paris, telle autre chose. Et là, d'un seul coup, je me retrouve projeté en Haïti, un espace géographique que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, et une langue que je ne connais pas. Et donc, ouais, Jacques Roumain est mon inspiration. Jacques Roumain. Merci. Donc, je pourrais citer plusieurs. Bon, il y a déjà ces 2-là à côté de moi. Mais plus personnel, je dirais que j'aime beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio, donc, qui a des origines mauriciennes. Et c'est quelqu'un de très, très
humble. J'ai eu la chance de le connaître. Mais même avant ça, j'ai beaucoup aimé ses livres sur l'île Maurice. Parce que justement, il a cette nostalgie. Et moi, comme je vivais en Allemagne pendant 20 ans, et je pouvais ressentir ça, moi aussi, cette nostalgie, sa façon de vraiment manier les mots. Et c'est le seul Mauricien, il est aussi Mauricien, qui a remporté le prix Nobel de la littérature. Donc il y a ça. Et aussi parce qu'il soutient vraiment les écrivaines de l'île Maurice. Qui essaye de percer, c'est pas évident. Et donc, il a co-créé, allons dire, le prix Jean Fanchette, et ça encourage. Donc, moi, je dirais que j'aime bien ces livres, Alma, par exemple, qui se déroule à l'île Maurice, ou le chercheur d'or, l'Africain, qui parle de sa famille, de ses parents, de ses ancêtres. Donc, je pense à lui maintenant. Je peux ajouter donc, que l'Africain, c'est un livre assez court, mais très très beau, et qui est traduit en norvégien en plus. J'ai oublié qui est le traducteur juste maintenant. Mais donc, le Clésio est donc traduit en norvégien. Jacques Romain, je ne pense pas. Non. Et aussi ces livres pour les jeunes aussi, que j'aime bien aussi. Ouais. Et des Sirandan aussi, qu'il a écrit avec Gémia, qui sont très bien. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois. Du coup, on va, pour commencer, on va parler d'abord du livre de Priya, et puis après du livre de James, et puis finalement de recueil de nouvelles de Harry. Et puis après, on va parler de la littérature un peu en général aussi. Mais donc, Priya, officiellement, la colonisation britannique de l'île Maurice a pris fin en 1968, mais quand on lit Riambel, on comprend assez vite qu'il y a encore une forme de domination coloniale qui a perduré longtemps après la fin de la colonisation. J'ai pensé en lisant ton livre à Frantz Fanon, qui a écrit dans Les damnés de la terre que le monde colonisé est un monde coupé en deux, qu'il y a d'un côté la ville du colon et de l'autre la ville du colonisé. Et cette scission entre la ville du colon et la ville du colonisé, elle existe encore dans l'enfance de Noémie, donc le personnage principal de ton livre. Et est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qu'est-ce qui caractérise la vie de Noémie et celle de sa famille ? Oui, donc justement, Noémie, c'est une jeune fille qui vit dans un bidonville à Riambel. C'est un petit village dans le sud de l'île Maurice. Et il y a cette rue qui divise les Blancs, les grandes familles, qui ont des maisons, des grandes maisons, des villas devant la mer. Et il y a les bidonvilles, les dépendances, les cités, comme on dit, Africa Town, cité créole, camp créole, juste à l'arrière. Et cette division, on la voit aujourd'hui, mais c'est pas qu'à Riambel. Si on se balade à Maurice, on voit ça, elle est là, toujours. Mais donc on la voit d'une façon physique, mais aussi elle est invisible, on le sent. Et justement, Noémie et sa maman, qui travaillent pour cette grande famille, la famille de Grandbourg, et la maman, la grand-maman aussi, la grand-mère, toute la famille, les descendants, ils ont aussi travaillé sur cette plantation pour cette famille. Donc 200 ans après l'abolition de l'esclavage, on se demande qu'est-ce qui a vraiment changé ? Est-ce que ça a vraiment changé ? Et donc c'est un peu ça, Riambel, et c'est ça qui caractérise leur vie, je dirais. Ces femmes, donc c'est vraiment l'histoire de Noémie et ses ancêtres. Donc elle est hantée par ces voix qu'elle entend constamment. Et je pense que c'est un cercle vicieux
Et c'est ça que je voulais démontrer. Et je pense que la colonisation, on le sent aujourd'hui, ça pèse toujours. Et c'est un peu ça, je dirais. On se demande, je ne veux pas trop dévoiler non plus, mais on va parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Mais ça, c'est quand même une bonne introduction, j'espère. Oui, et aussi, j'ai trouvé très puissant qu'on voit que la colonisation, c'est pas juste physique dans le paysage, c'est vraiment aussi dans la tête. La façon dont les Blancs regardent ceux qui habitent le camp africain, les traitant de créoles, etc. Oui, ce complexe de supériorité, ça existe toujours. Oui, les écarts, oui, ça se voit, ça se sent. Ils dominent toujours. Oui. Harry ou James, est-ce que vous avez des commentaires? C'est intéressant parce que comme Priya parle de ce côté African Town, que la ville est divisée en deux, ça c'est vraiment un caractéristique de l'urbanisation coloniale. Dans tous les pays, ça existe. À Pondichéry, ça existe. Il y a encore le White Town et le Black Town, qui est divisé par un canal. Et donc, les Français, enfin les Européens, bien sûr, pardon, quand ils sont arrivés, ils ont repoussé les gens pour avoir accès à la mer. Et donc, les gens qui y habitaient déjà ont été repoussés de l'autre côté, en l'occurrence à Pondichéry, qui est divisé par un canal. Et donc, ça leur permettait, premièrement, d'avoir accès à la mer, c'est là où ils sont venus, et en même temps, c'est là où ils partent. C'est là où tous les produits partent. Le commerce, il se fait par la mer. Donc, cette urbanisation coloniale, elle est très intéressante. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisation coloniale parce que je me dis, il y a une façon de penser, une certaine façon de bâtir une ville coloniale et en gardant cette forme d'apartheid entre la ville noire et la ville blanche. Oui, donc c'est une ségrégation qui perdure, oui, et qui est même donc inscrite dans le paysage. Non, justement, je préfère continuer à écouter Priya pour ne pas dénaturer un peu. En Haïti, justement, comme c'est le contraire qui s'est produit, ça veut dire après la révolution haïtienne en 1904, les Haïtiens ont tout rayé, ont tout brûlé. Et la révolution haïtienne avait comme mantra couper tête, brûler caille. C'est-à-dire on coupe les têtes, on brûle les maisons. Bon, ne soyez pas effrayés, c'est ce qu'on appelle une révolution. Il y a des révolutions tranquilles, il y a des révolutions révolutionnaires. Peut-être aussi, Priya, parce que tu as parlé donc de cette relation, donc le fait que la grand-mère, la mère, et puis finalement aussi Noémie vont travailler pour cette famille blanche. Mais est-ce que tu peux dire quelques mots aussi sur la relation entre la grand-mère, la mère et la fille, et aussi sa sœur? Donc, il y a plusieurs générations, mais en même temps, elles ont la même histoire au fait. Ça change pas grand-chose. Si on regarde bien la vie de Noémie et si on compare avec sa mère, sa sœur, la grand-mère, ben ils ont tous le même destin à la fin. Et on se demande, mais comment est-ce que elles vont pouvoir sortir de là? Il faut vraiment, comment dire, un effort collectif parce que sinon, ça continue comme ça. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et aussi, j'ai voulu parler du Her Story parce que l'histoire, en anglais, j'ai écrit en anglais, c'est His Story. Et c'était vraiment important pour moi de dire que non, il y a Her Story. Et c'est ça l'idée de parler de ces femmes, de ces générations et leurs relations et comment ça a changé ou pas. Et comment aussi ces femmes, elles sont fortes au fait. Elles ont tellement subi. Et aussi parce que, par exemple, la grand-mère, elle est illettrée. Mais elle veut...
comment est-ce qu'elle va transmettre ses traditions, etc. Donc, elle fait ça tout à l'heure, peut-être on pourra en parler, avec ses recettes. Donc ça passe d'une génération à l'autre. Et aussi, on va voir que elle cède entre elle-même. Je ne veux pas trop dévoiler non plus, donc, Oui. donc bon, c'est un peu ça, c'est her story, l'histoire à elle, comment ça se déroule avant et maintenant. Oui. Oui. Et ça, c'est un mot, bien sûr, mais qui est gardé donc, dans la traduction française, parce que c'est évoqué dans une lettre vers la fin. C'est ce mot de her story, donc jeu de mots en anglais. Du coup, on va continuer de parler plus donc, de ton livre aussi après, mais pour l'instant, on va passer donc au livre de James, donc, Belle Merveille, qui raconte donc l'histoire d'un personnage qui se nomme Bernard. C'est donc un survivant de séisme de 2010. Ce séisme, donc, qui était une catastrophe d'une ampleur inédite qui a coûté la vie à 300 000 personnes, c'était donc une catastrophe naturelle, mais tu parles aussi dans ton roman des aspects sociaux et historiques de cette catastrophe. Tu parles aussi, ça je trouvais très intéressant, du rôle des écrivains en disant ceci, et du coup je cite de ton roman. Les gens de plume sont porteurs d'une charge lourde, doublée d'une peine incommensurable. Parler au nom des morts et des vivants, dénoncer le silence et le blanc de l'histoire, sans sombrer dans la xénophobie. Et puis tu ajoutes... Les artistes partant de drames deviennent à leur corps défendant des urgentistes de l'aurore, des secouristes de la vérité. Et du coup, la question pour commencer, un peu question générale, c'est comment la littérature peut-elle nous aider à comprendre de telles catastrophes, si c'est possible seulement de le comprendre? Eh bien, justement, si la littérature a une forme d'importance, ou l'art tout court, et je trouve que ça nous permet de mettre plus de couches de verre, comment dire, puissant à nos lunettes ouais, c'est une loupe puissante. Une loupe puissante qui permet de mieux percevoir. Parce que, pourquoi on est écrivain? On peut croire que c'est par overdose de savoir, parce qu'on on lit beaucoup, parce qu'on a beaucoup vécu ou beaucoup entendu des choses. Moi, je crois qu'on est artiste parce qu'on vit dans le flou. On est un peu perdu. Et on écrit pour à la fois évacuer justement tous ces brouillards. En fait, c'est une façon de s'accrocher de soi-même. Une façon de se donner naissance. On dit merci maman, hein, on est reconnaissant. Mais après, il y a encore des naissances. Comme nous disait Rimbaud, qui parle de naissance, j'oublie l'expression, naissance contraire. Et donc voilà. Et donc j'ai écrit ce livre, pas pour dire à vous, lecteurs, pas pour dire au monde ou à ma famille, voilà ma version des faits. Pas du tout. C'est juste, tu vois tellement de choses, et puis des choses dont on ne parle jamais. Pas que les catastrophes. Pas que les catastrophes, il y a aussi les moments exceptionnels. Parce que quand on vit une catastrophe, on est tellement sensible, on capte tout. La nourriture qu'on a mangée pendant une catastrophe, qui nous a fait du bien, c'est la nourriture la plus délicieuse qui soit. Tu as fait l'amour en ce moment-là, ben tu crois que, enfin, voilà, tu découvres l'acte d'amour pour de vrai, parce que c'est là que tu captes vraiment l'essence de la vie dans son climax. Et voilà pourquoi j'écris Belle Merveille.
et pour rassembler beaucoup de choses inédites, inattendues, des choses qui m'ont surprise, comme un bouquet de nuit et d'arc-en-ciel à la fois. Donc, l'expression belle merveille, c'est une expression qu'on utilise couramment en Haïti et qui veut dire incroyable mais vrai. Mais on dit ça couramment. Ça veut dire tu marches là en rigolant, tu tombes, tu te casses une jambe, belle merveille. Ouais, c'est quelque chose de surréaliste, d'inattendu, belle merveille. Ouais, donc un tremblement de terre, c'est belle merveille. Donc c'est bizarre. Oui, oui, Donc oui. voilà, belle merveille, c'est ça. Merci. J'ai trouvé ce que tu as dit, cette idée que tu ajoutes des verres aux lunettes des gens pour voir les histoires. Et c'est parce que j'ai dit donc que c'était l'histoire d'un survivant, mais en fait c'est plus parce qu'il y a d'autres voix aussi qui se mêlent à la voix de Bernard. Donc il y a Il y a vraiment. Amoré, Oui. En fait c'est un couple. Oui. Amoré et Bernard, c'est vrai, c'est le couple. Ouais. Oui, parce que j'ai dit donc au début qu'il y a cette histoire d'amour qui fait continuer à vivre. Donc peut-être tu peux nous parler un peu de cette histoire d'amour que vit Bernard juste après le séisme. Au fait, c'est un coup de foudre étrange, à dire un coup de foudre entre une Napolitaine qui était en Haïti avant le drame. Bon, je vais vous faire une confidence. C'est cette Napolitaine qui a sauvé mon roman. Parce qu'on va parler d'un sujet terrible, ça veut dire belle merveille, tremblement de terre en Haïti, 300 000 morts, beaucoup de gens sont venus aider, et beaucoup d'aide, de secours, de secouristes, d'associations, et parmi toutes, c'est vrai, il y a quelqu'un qui traduit, je vais essayer d'aller plus lentement. Parmi toutes ces associations, ben, aujourd'hui, c'est avéré. Il y a eu beaucoup d'ONG malhonnêtes, bidons. Dans Belle Merveille, ils sont identifiés comme des charognards parfumés, c'est-à-dire ceux qui viennent juste pour piller, pour prendre, même pour exploiter l'argent des morts. Et donc il y a eu ça. Ensuite, très peu de temps après le tremblement de terre, il y a eu cet événement, le choléra, introduit par les casques bleus des Nations Unies. Et là, on parle des choses qui dépassent l'entendement et pas du tout sexy. Donc du coup, qui commençait à m'intéresser en tant que poète, en me disant comment mixer tout ça et pour essayer d'en faire une merveille, comme font les alchimistes, etc. Et grâce à Amoré, ce personnage qui travaillait dans une ONG avant le séisme, qui s'était intéressé à Haïti avant le séisme, qui aimait, qui voulait rester parce qu'elle connaissait. Donc elle a rencontré Bernard, qui était sous les gravats, sous les décombres. Donc, imaginez un coup de foudre comme ça, dire en plein tremblement de terre. Donc, c'est ce tremblement de terre qui continuait jusqu'à leur lit. L'amour comme voyage qui tremble, comme voyage sismique. En tout cas, il y a toute cette métaphore du tremblement à travers le séisme, quoi. Merci. Harry ou Priya, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de James? Enfin, moi, bien sûr, je suis un grand fan de James depuis que ma prochaine éditrice qui va publier mon livre, Le Téné en norvégien, celle qui m'a parlé de James Noël, et bien sûr, il m'a envoyé tout de suite la version PDF, je l'ai lu, et magnifique. Vraiment, je trouvais une belle poésie, mais en même temps, il y a une telle profondeur dans sa façon de voir les choses. Et en même temps, j'ai retrouvé la littérature de mon enfance, qui est de Jacques Romain. Donc, pour moi, c'était une double révélation, parce que Jacques Romain, bien sûr, je l'ai lu quand j'avais 9 ou 10 ans, et après, je ne l'ai jamais relu. Jamais, plus jamais.
Et là, en relisant James Noël, je suis retourné dans mon enfance. Je suis tout à fait d'accord. Non, moi aussi, j'aime beaucoup les poésies. Donc, on avait parlé Pyromane, adolescent, que j'ai trouvé très, très beau. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pris le temps, je lis lentement pour bien savourer les mots. Et ça me touche, ça me parle. Comme ton écriture aussi, Harry Le Ténin, et j'ai beaucoup aimé les recettes quand tu parles, quand tu décris. Ah mon Dieu, mais j'avais faim tout au long du livre. Franchement, je me disais, mais je veux goûter à ça, je veux, c'est tellement beau, c'est tellement bien décrit, c'est tellement riche. Donc, oui, voilà. C'est mon côté rabelaisien. C'est vrai qu'il y a des recettes, même aussi dans ton livre, James, il y a une recette pour les... Voilà. Non, parce que la mémoire culinaire, elle est très importante, tu sais. Oui. Surtout quand elle est issue de deux civilisations, de deux cultures qui se rencontrent et ce qui en ressort. On parle de la cuisine créole, mais quand on parle de la cuisine créole, on parle toujours de la cuisine de la Louisiane, mais on oublie ce qui s'est passé dans les îles. Et là, c'est justement, passons dans les îles, et Pondichéry, on oublie qu'il y a une communauté créole, il y a une créolisation qui s'est faite et qui est complètement méconnue. Et donc, c'est là où mon devoir, mon côté rabelaisien, comme je le dis, c'est de donner une vie à cette cuisine qui est en train de mourir. Oui, très bien, merci Harry. Juste pour terminer avec Belle Merveille, je voudrais juste ajouter que donc, ce livre, c'est vraiment une belle merveille aussi. Et c'est, comme je dis, c'est l'histoire d'une catastrophe, mais c'est écrit dans une langue tellement poétique que c'est une expérience de lecture impressionnante. Voilà. Donc, du coup, Harry, tous tes livres, donc tes deux romans et ce recueil de nouvelles, tournent donc autour de Pondichéry, ancien comptoir commercial. Tu parles de son histoire, oui? Ils appellent ça comptoir commercial, mais en fait, c'est une colonie. Oui, bien sûr. Oui. C'est l'expression officielle, les comptoirs. Oui, bien sûr. On n'est pas venu là faire de la commerce gentiment avec les Indiens. Il ne faut. C'est vrai. Effectivement, il y avait plusieurs comptoirs commerciaux entre guillemets, des colonies francophones en Inde. Mais donc tu parles surtout de Pondichéry, donc de son histoire et du poids de l'histoire coloniale. Tu parles des vies des habitants, aussi des différences sociales, des castes. Et une nouvelle que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle qui est intitulée L'exil, où nous rencontrons un homme qui est le fils d'un paysan qui a choisi de garder la nationalité française en 1962. C'est un fait historique très intéressant, puisque donc le Pondichéry a été rattaché à l'Inde en 1962, mais ceux qui y habitaient avaient la possibilité de garder la nationalité française. Mais donc ce fils, c'est donc son histoire. Il a tout sacrifié pour sa famille en se faisant une carrière en France, ce qui lui a permis d'acheter des terrains, de bien marier ses sœurs, de payer pour les études de son frère. Et vers la fin de sa vie, durant toute sa vie en fait, mais surtout vers la fin de sa vie, il souhaite retourner à Pondichéry. Et du coup, ce texte qui parle d'un exil nous dit en même temps beaucoup sur l'histoire de Pondichéry et sur les conditions de vie des gens qui habitent. Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi dans ce texte de présenter Pondichéry par le biais d'un départ et d'un possible retour? Déjà, il faut situer Pondichéry historiquement. Les Français sont arrivés en 1673, mais ils étaient déjà là avant.
dans différents comptoirs. Mais 1673 était la date marquante où ils ont vraiment établi, qu'on appelle ça un pouvoir impérial. Et en 1848, après l'abolition de l'esclavagisme, la France s'est mise en tête que tous ces esclaves qui sont libres doivent avoir une identité, parce qu'avant, ils n'avaient pas d'identité, parce qu'ils étaient rattachés à leur maître. Et donc, quand ils deviennent libres, il leur fallait une identité. Et donc, il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites. Et au même moment, ils se sont rendus compte que pourquoi on n'essaierait pas de donner à ces sujets coloniaux une citoyenneté. Donc, en 1881, Pondichéry, Saint-Louis et l'Algérie, une partie de l'Algérie, ils ont fait une expérience. Ils ont dit, on va demander aux gens de renoncer à leur statut personnel et de se mettre sous le Code civil français. Donc, les personnes devaient renoncer à leurs us et coutumes, c'est-à-dire à leur religion et à toutes les coutumes auxquelles ils sont habitués de leur pays. Et donc, il y a une partie de gens à Pondichéry qui sont devenus renonçants en 1880. Ils sont devenus catholiques et ils sont devenus des sujets français, ils sont devenus des citoyens français. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient le droit de voter. Ils n'avaient pas le droit de voter, mais ils avaient des noms français. En l'occurrence, comme moi, mon arrière-grand-père, qui était un intouchable, a vu que, tiens, ça, c'est une échelle que je peux escalader, où je peux arriver à une meilleure vie. Et donc, il a renoncé à ses us et ses coutumes, il s'est catholicisé et il a choisi comme nom Gauthier. Pour échapper au système de caste. Pour échapper au système de caste et à beaucoup de choses. Et donc, de ce fait, il était français sur papier, mais il ne savait ni lire français, ni parler français. Donc, tu vois, il y a déjà une ambivalence. Oui. Tu es un sujet français, tu deviens citoyen français, mais tu es toujours indien par tes coutumes. Et ça suit encore. Jusqu'à maintenant, il y a encore des personnes qui vivent avec moi j'appelle ça une schizophrénie culturelle ou identitaire, où ils sont français sur papier, ils ont un passeport français, mais ils ne savent pas parler français. Ils n'ont jamais vécu en France. Ils ne connaissent rien de la France. Et donc, en l'occurrence, Lourdes Nadin, qui est ce fils de paysan, qui part en France parce que son père dit c'est le seul moyen pour devenir riche, pour avoir une meilleure vie. Donc, il l'envoie en France. Et Lourdes Nadin se sacrifie pour sa famille. Il part en France, il devient militaire, et au moment de sa retraite, il veut retourner chez lui, mais sa femme et ses enfants ne veulent pas. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as passé plus de temps de ta vie en France qu'en Inde, mais qu'est-ce que tu connais de l'Inde? Tu n'es même pas indien, tu es pondichérien. Parce que Pondichéry, c'est un petit îlot dans l'Inde. Parce que c'est un espace francophone, dans un espace anglophone où toutes les langues qui sont parlées. Et donc, il vit c'est un combat, c'est un dilemme entre partir et revenir, rester ou revenir. Et à un moment donné, au moment où il veut revenir, ses enfants disent non, tu n'en as rien à faire là-bas. Et ça, cette ambivalence, cette schizophrénie identitaire existe dans cette communauté franco-pondichéryenne jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une violence. Parce que la colonisation en Inde n'a pas été une violence physique, mais une violence psychique. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de raconter cette histoire. Oui, merci. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, que quand même si donc certains colonisés sont devenus citoyens français, il y avait quand même aussi une différence légale. Il y avait ce qu'on appelait une loi de l'indigénat, je pense, donc qui faisait justement, comme tu dis, que citoyens français... Non, mais justement, dans l'histoire, enfin, dans cette histoire, je raconte aussi une micro-histoire, parce qu'au moment de l'indépendance, en 1956, 54, quand l'Inde a reçu l'indépendance, l'Inde a voulu que les Français quittent le pays.
mais les Français ne voulaient pas parce que derrière, s'ils quittaient Pondichéry, ils devaient quitter aussi l'Indochine et l'Algérie. Et donc, il fallait absolument s'accrocher à Pondichéry. Mais bon, il a fallu 8 ans de négociations en 1962, où Nehru a dit non, il faut absolument que vous partez. Et au moment du départ, ils ont dit, ben, ceux qui veulent rester français peuvent rester français, et ceux qui veulent devenir indiens peuvent devenir indiens. Et donc, il y a eu une panique générale dans Pondichéry, parce que les personnes qui ont renoncé en 1881 pensaient qu'ils étaient français. Et là, en 1962, ils se retrouvent, ils n'étaient plus français, ils sont devenus indiens. Et donc, il y a une forme d'apatride qui est encore là. Il y a encore des milliers de personnes à Pondichéry qui n'appartiennent ni à l'Inde, ni à la France. C'est incroyable. Oui, ça c'est une violence oui, coloniale absolument qui perdure là aussi. Est-ce que Priya ou James, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à Harry? Ou, non, oui. Pas tout de suite. Non. Oui. Mais peut-être on peut parler un peu en général, parce qu'on a vu maintenant, donc il s'agit donc de 3 pays qui ont des liens différents avec la France. Maurice était donc une colonie française jusqu'en 1814, avant de devenir une colonie britannique jusqu'en 1968. Haïti, aussi une ancienne colonie française, mais, comme tu l'as dit, est un pays indépendant depuis 1804. Et Pondichéry, donc colonie ou un comptoir de commerce français dans un pays colonisé par les Britanniques. Oui. Non, mais c'est pour montrer le côté absurde dans l'appellation, justement. Absolument. Et qui donc a été rattaché à l'Inde en 1962. Mais quel est, pensez-vous, l'impact ou est-ce que vous pouvez parler un peu de l'impact de la colonisation et aussi de l'importance de la langue française dans ces 3 pays? Oui. James? Ok. Oui. Mais, non, mais tout à l'heure, tu me disais, enfin, comme je te disais que tu insistes dans le comptoir, il y a 4 ou 5 ans, justement, il y a un cinéaste indien qui a fait quelques documentaires sur Pondichéry et justement, à titre répétitif, il disait que c'était une colonie française. Et le jour où il allait présenter ce film à Pondichéry, ou à l'Alliance française de Pondichéry, le consul l'appelle, il me dit « S'il vous plaît, ne dites pas que c'est une colonie, c'est un comptoir. » Donc, tu vois, c'est à quel point c'est important pour eux d'insister que ce n'est pas une colonie, c'est un comptoir. Mais bon, pour en parler à la langue française, ben justement, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Pourquoi on écrit en français? L'héritage colonial, bien sûr. Comme je dis toujours, c'est accéder à une langue, c'est accéder à une autre vie. Par exemple, pour moi, en tant que, mon arrière-grand-père en tant que tamoul, bien sûr, il n'a pas été à l'école française à cette époque-là, mais moi, mon père l'a fait et moi, je l'ai fait. C'est déjà accéder à une nouvelle vie. Et bien sûr, ce cas ne peut pas être dans toutes les colonies parce que, je le dis souvent, il ne faut pas généraliser la colonisation. Parce que chaque colonisation est différente, selon les pays, selon les régions. Pour moi, personnellement, dans Pondichéry, j'insiste encore, ça m'a donné une autre vie. Ça a donné une autre vie à mon arrière-grand-père qui était brimé par le système de caste hindou. Et donc, pour lui, c'était un échappatoire qui lui a donné une meilleure vie. Mais ce n'est pas pour autant, je ne suis pas là pour glorifier la colonisation. Non. Mais il faut être intellectuellement honnête pour comprendre, ou historiquement honnête pour comprendre que ça a été un échappatoire. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que j'écris en français. Bien sûr, je peux toujours écrire en tamoul, mais mon histoire ne sera pas la même.
D'ailleurs, Harry, tu as écrit une chronique sur Forskning.no cette semaine, justement, sur l'idée de la langue maternelle, où tu dis que ta langue maternelle est français parce que c'était la langue que tes parents utilisaient pour communiquer. Oui, parce que Justement, du oui. fait que j'étais métissé, Oui. c'était obligé, quoi. Ouais, Oui. ouais. Oui, et bien sûr, il y a la violence de la colonisation qui a été récemment, donc, par le président français, caractérisée de crimes contre l'humanité. C'est un aveu tardif, mais c'est vraiment important de mettre ça, dire ça clairement. Oui. Oui, Priya, est-ce que tu veux dire quelque chose sur l'importance de la langue française ou de la colonisation pour Oui. l'île Maurice? Donc, comme tu disais, donc Maurice a été une colonie française et ensuite anglaise. Mais quand les Anglais sont venus, ils n'ont pas imposé la langue ni la religion. Donc, on pouvait, je dis on, j'étais pas là. Donc, les gens pouvaient garder la religion, la langue. Donc, l'anglais est venu la langue administrative. La langue courante, le français, le créole, parce que les gens devraient pouvoir communiquer, donc c'est venu du pidgin. Ils ont formé la langue créole de Maurice avec des mots indiens, donc mes descendants, des travailleurs engagés qui sont venus remplacer les esclaves sur les plantations. Et après, on a des influences. Il y a les travailleurs chinois aussi qui sont venus. Donc, il y a des mots en Hakka, des mots malgaches, comme je disais tout à l'heure. Comme par exemple, le titre de mon livre, Riambel, ça vient du mot Ariambello, qui veut dire sunny coast, côte ensoleillée. Donc, il y a toutes ces influences. Et la langue française, aujourd'hui, je dirais que c'est une très belle langue, j'adore. Mais j'adore lire en français, mais j'écris aussi... Bon, c'est ma troisième langue, donc c'est le créole, le premier. Mes parents ont toujours parlé en créole. Et ensuite, l'anglais, parce que j'ai vécu 2 ans de ma petite enfance en Angleterre. Et puis, j'ai appris le français. Et aujourd'hui, c'est la langue qu'on respecte toujours à Maurice. Donc, et moi, j'ai un petit malaise avec parce que j'aime toutes les langues, au fait. Et le créole, par exemple, à Maurice, c'est pas très bien vu toujours. Je sais pas comment c'est, mais c'est... Ah oui, justement, on parlait avec Maya hier et elle a fait la même expérience. Elle est plus jeune que moi, mais elle aussi, elle a dit que c'était défendu. Moi, à l'école, on ne m'autorisait pas à parler le créole. Et comme je venais de Londres, j'avais 6 ans, donc je ne pouvais pas parler parce que c'était que l'anglais. Je ne pouvais pas parler avec mes amis. Donc... j'ai dû apprendre la langue française. Et c'est aussi la langue de la... Comment dire, comme je prends ton exemple, tu disais ton grand-père qui voulait monter les échelles. C'est cette langue-là aussi. Donc les parents poussent les enfants à apprendre des langues des anciens colons. Et bon, c'est un peu ça aujourd'hui. Ça évolue. Le créole est devenu un peu plus standard maintenant depuis 2012, mais c'est aussi riche. Donc, j'aime, oui, comme je disais, c'est important d'avoir sa langue aussi, je pense, et rendre hommage à toutes ces influences. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, absolument, absolument. James? Oui, au fait, Haïti, comme tout à l'heure vous l'avez signalé, le pays qui a fait sa révolution en 1804, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. En 1804, c'est-à-dire une armée d'esclaves qui a vaincu l'armée napoléonienne,
l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et c'est une première dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle un apax, quelque chose qui se produit une seule fois dans le dictionnaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre cas comme ça. Et donc, c'était très mal vu. Mais Haïti l'a fait. Donc, du coup, par sa révolution, et la langue française est devenue, comme beaucoup de choses, comme un butin de guerre. Ça crée un autre rapport. C'est-à-dire, il y a il y a une liberté d'expression en Haïti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. De toute façon, il y a les deux langues. La langue créole, qui est la langue de la majorité, et il y a la langue française, qui est devenue la langue de l'élite, de l'administration et aussi de l'exclusion. Mais tel que c'est pratiqué au niveau de la création, c'est quelque chose qui donne un foisonnement mais totalement fou, quoi. C'est-à-dire, comme Harry l'a signalé, quand j'ai coordonné il y a environ 7 ans, une anthologie de poésie haïtienne avec 73 poètes haïtiens vivants, en France, on ne comprenait pas pourquoi un pays comme ça, avec tous les problèmes, qui produit autant de poètes par kilomètre carré. C'est-à-dire, il y a un foisonnement, mais pas seulement en termes de littérature, mais on trouve ça aussi dans la peinture, dans la musique. Il y a le vaudou qui est passé par là. Il y a aussi cette irrévérence par rapport au maître. On l'a viré, on l'a vaincu. Donc du coup, c'est le déchaînement, c'est l'essence qui s'exprime. Certaines personnes même essaient de penser le chaos haïtien d'aujourd'hui par ce prisme-là. On dit, bon, est-ce que à un moment donné, il n'y avait plus de structure, de ligne vraiment à suivre, parce que tout le monde fait ce qu'il veut, donc ça crée ce chaos-là. Et en tout cas, par rapport à la langue française, on voit que la liberté, il faut encore la conquérir, encore, il faut traverser encore des mers, une mer à traverser, disait Césaire. Donc c'est fondamental. Et on trouve ça dans la littérature, par le français. On n'a pas le sentiment d'écrire dans la langue du maître. Ça devient la nôtre. Non seulement ça, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en termes d'inattendus, c'est-à-dire l'arrivée du français, par exemple, aux Nations Unies, s'est imposée d'abord par les Haïtiens. Mais il y a beaucoup de choses comme ça parce que sur place, c'est pas vraiment vécu comme vraiment la langue du maître. Vive, par exemple, l'informatique un peu dans son enfance, quand il y avait Microsoft, on voyait par exemple l'anglais, on demande quel anglais, est-ce que c'est l'anglais québécois, non, pardon, ou le français québécois, le français français, le français haïtien, le français... Ça veut dire, et ça participe vraiment à une pluralité de richesse. Et ma francophonie, la francophonie que j'aime, vivifiante, c'est cette francophonie justement qui est dynamique et qui a des répliques un peu partout, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est comment tu prends la langue française, tu te l'appropries à travers ta culture et ton passé historique, tu l'étires, tu la transformes et ça devient une nouvelle langue. Une nouvelle langue, je parle littéraire bien sûr. Et quand cette nouvelle langue littéraire, elle appartient, c'est ça la force de l'artiste et de l'écrivain, c'est comment transformer cette langue qu'on te l'a donnée ou on t'a imposée pour la refaire belle et te la redonner à toi. Oui. Je pense par exemple à Shinaz Patel, qui a inventé le mot esclavé, que je trouve, pareil, c'est un peu ça l'exemple. Qui est un thème très bien d'ailleurs, mieux qu'esclave, je pense. Donc c'est ce que tu dis. Donc on ajoute, oui. On est tout le temps à faire du néologisme. On est tout le temps à inventer de nouveaux mots qui n'existent pas, qui ont un rapport avec notre histoire de violence et comment cette violence devient quelque chose de beau. Comme disait Césaire, sa poésie, quand il a pris négritude, bien sûr, maintenant, on n'a plus le droit de dire nègre. Mais en France, on dit toujours, je suis fier d'être nègre.
Mais maintenant, dans le monde entier, négro, c'est le N-word. Et aussi, on appelle toi. Et c'est pour ça que le concept poétique que j'ai écrit, qui s'appelle négrodalitalité, j'ai pris la négritude de Césaire et le Dalit, qui est l'intouchable indien, et comment tu fais ce concept de négrodalité et donner une beauté poétique à quelque chose de violent qui t'a été donné. Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression, la langue française comme butin de guerre, justement. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, bien sûr, que vous avez mentionné donc Aimé Césaire, grand poète et homme politique martiniquais. Extraordinaire. Oui, oui. Mais j'aimerais, si vous me permettez, revenir encore à l'expérience haïtienne, la révolution haïtienne. C'est-à-dire cette armée d'esclaves qui a fait la révolution par son empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a été assassiné moins de 2 ans après. Eh bien, ils ont déclaré justement que voilà, tous les nègres sont libres. Mais c'est la première déclaration des droits de l'homme, dans le sens premier du terme, parce que en Haïti, il faut comprendre que le mot nègre ne veut pas dire, c'est pas par rapport au pigment, ça veut dire l'homme, ça veut dire la femme, négresse, nègre, on dit, ce blanc-là, on dit ce blanc-là est un grand nègre. Ça veut dire que si tu as une bagnole, des choses qui montrent que voilà, c'est quelqu'un qui se débrouille bien, qui s'en sort bien, eh bien, tu deviens un grand nègre. C'est-à-dire, c'est pas par rapport déjà, à la couleur de peau. En Martinique, la première chose que la personne dit, sauf un nègre. La négritude de Césaire s'inspire beaucoup de l'expérience haïtienne. Absolument, absolument. Il revendique, par lui d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. On va passer, donc, vous avez commencé à le mentionner déjà, mais il y a donc cette idée de créolité. Il y a un autre philosophe et écrivain martiniquais, Édouard Glissant, qui dit dans un de ses livres que le monde se créolise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de la créolité au sens large dans vos livres, pas juste donc à la fois linguistique, mais aussi culturel et aussi culinaire, puisqu'on a parlé un peu justement des recettes déjà. Moi, comparé à mes 2 collègues ici, mes 2 amis, je ne peux pas dire que mon écriture est créole, parce que à Pondichéry, il n'y a pas d'une langue créole. D'accord ? Il y a une communauté créole, mais qui n'a pas, dans le sens technique, si tu veux dire, c'est pas du créole. Il parle un mélange de tout, mais techniquement, j'en ai parlé à beaucoup de linguistes, ils ont dit non, ça ne peut pas rentrer dans le truc. Mais moi, je m'en fous. Moi, la créolité qu'on me refuse, je la prends. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire une nouvelle, là récemment, où j'invente ma créolité à moi. Donc, je suis en train de la finir. Donc, c'est pour ça. Pour moi, la créolisation existe à Pondichéry. La créolité n'existe pas. Mais j'ai aussi trouvé un nouveau mot qui s'appelle créole tanam. Donc, j'ai pris le créole, je l'ai écrit avec le uk en tamoul, réole en créole, et le tanam qui veut dire attitude. Je ne suis pas créole, mais j'ai l'attitude créole. L'attitude. Au fait, c'est juste une motion, voire même une émotion par rapport à ce qu'a dit Harry. Et au fait, je pense que il est nécessaire pour un artiste de ne jamais, beaucoup tombent dans ce piège, de ne jamais se laisser se mettre dans une boîte. À partir de là, eh bien, même si tu viens d'Haïti, de Guadeloupe, de Maurice ou des pays dits créoles, tu peux dire non, je ne suis pas créole. Tu as ce droit-là. On ne peut pas t'en empêcher. Mais on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas faire de littérature sans métissage. Après, on peut ne pas accepter le concept du métissage, de faire des petits métis. Mais quand on fait des livres, on fait des petits métis. Ça veut dire que notre métier, c'est
d'être dans le rassemblement, de tisser à travers tout ce qu'on a lu. C'est-à-dire, donc du coup, nous sommes malgré nous dans le mélange des genres, mais par contre, par notre originalité, par notre prisme, on va donner quelque chose d'unique. Donc du coup, nous sommes un cœur-ritoire, un territoire qui rassemble plusieurs courants, plusieurs cœurs. On propose quelque chose né de différents. C'est là, une araignée, t'es une araignée. Donc du coup, ton métier, c'est de métisser le monde. T'es créole malgré toi, qu'on le veuille ou non. Non, j'aime beaucoup ce que j'entends là. Et aussi l'idée de protester. C'est un peu ça, Riambel. Donc on proteste contre d'avoir à se conformer. Et je voulais juste dire qu'à Maurice, créole, ça veut aussi dire un descendant des esclaves d'une communauté chrétienne. Donc ça, c'est un créole à Maurice, mais aussi à la langue. Et il y a le sens, dans le sens plus large aussi. Mais à Maurice, c'est pas toujours positif quand on parle d'un créole. Et ça me gêne, moi, ça m'agace. Oui, oui, tu as entendu, oui, oui, ça c'est une autre histoire encore. Donc, ça persiste, cette notion, et ça m'agace beaucoup. Voilà, c'est tout. On pourra en parler, mais... Oui. Parce que j'ai pensé une chose en lisant vos livres, c'est que même s'il y a des histoires dures, souvent douloureuses, je trouve très intéressant que les titres sont souvent liés à la beauté, aussi même la couverture, donc la couverture de Riambel, c'est beaucoup de couleurs, etc. Peut-être que c'est ironique parfois, donc il y a ce titre, donc Belle merveille de James, et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ça a un sens particulier, et il y a même un magnifique paragraphe ou un chapitre dans ce livre où justement tu montre tout ce qu'on peut appeler belle merveille, et que justement souvent ce n'est pas lié à la beauté nécessairement. Mais en même temps, il y a donc cette langue poétique. Et pareil dans Riambel, pour Noémie, donc le personnage principal, elle se demande si ça veut dire rire en belle. Et là, du coup, elle est tout de suite reprise par sa mère qui dit il n'y a rien de beau ici. Donc il y a une tension là aussi. Et puis je pense aussi à Nocturne Pondichéry. Une nocturne, c'est aussi une musique un peu romantique. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle de la beauté dans vos textes, Priya? Merci. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a de la beauté dans le texte. Oui. Parce que oui, en effet, c'est assez dur comme texte, violent. Et justement, je voulais, à travers Noémie, le personnage, voilà, je cherche le mot. Elle est jeune, elle est naïve, il y a ce regard. Je voulais aussi apporter un peu de fraîcheur. Et j'ai essayé d'apporter un peu de beauté avec toute cette violence comme contraste. Et aussi les recettes dont on a parlé. C'est une forme d'échappatoire dans des petites douceurs, dans des moments de violence, même si ça dure un petit moment, mais c'est contre le goût amer, atroce de l'esclavage, etc. Donc, j'ai vraiment essayé aussi, parce que l'île Maurice, c'est un pays, une île magnifique. Et
il y a la mer. Donc j'ai aussi essayé de parler de la mer. Elle est omniprésente. On grandit avec la mer, on sent la mer. La mer, elle est une source de nourriture, de revenus pour tellement de gens. Donc j'ai essayé et voilà. Donc quand on est vraiment entouré de tout ça, il faut quand même trouver de la beauté. Et il y a aussi la relation avec la grand-mère. Oui. Il y a aussi la relation avec la grand-mère qui est Oui. vraiment donc. Oui, cette solidarité. Oui. Donc, je sais pas. Henri. Enfin, pour moi, c'est plutôt la beauté de la nuit. Oui. Parce que moi, je trouve que la nuit, c'est le vrai visage d'une ville. Parce que dans la journée, c'est vrai, une ville, elle s'active d'une autre façon. Mais la ville, quand elle change de visage la nuit, elle a une telle beauté mystique, mystérieuse, où tous les désirs se dévoilent. Et là où la vraie nature de la ville se dévoile aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Nocturne de Pondichéry, parce qu'il faut savoir que depuis pratiquement 2 décennies maintenant, Pondichéry est devenu une destination touristique prisée par le monde entier, parce qu'avec l'héritage colonial, n'est-ce pas, avec l'architecture coloniale, la cuisine encore, qu'on essaye, que le gouvernement de Pondichéry, qu'on appelle ça, utilise comme un produit, bien sûr, comme un produit commercial. C'est devenu un produit commercial. Et ça commençait à m'agacer. Je dis non, il y a autre chose que de voir que des bâtiments, que de l'architecture, que de voir la plage. Et c'est quoi le visage caché de Pondichéry? Et c'est ce que j'essaie de dévoiler dans Nocturne de Pondichéry. C'est quoi le visage? Le visage caché, il est dur, il est violent. Il y a de la prostitution, de la drogue, il y a de la violence, il y a tout ce qu'il faut. Et en montrant ce côté vraiment violent, je montre aussi la beauté de l'humanité. Merci. James. Pour parler de la beauté. Oui. Alors là, on peut. Vous êtes beau, vous êtes beau. Là, je pense qu'on peut continuer toute la soirée. Donc, au fait, il y a une forme de désespoir, je trouve. Ça commence bien, hein, vous parlez de la beauté. Et dans les choses parfois qui nous arrivent, et même, par exemple, tu vois, comment dire, tu as ton poulet, prenons un exemple sympathique, ton poulet qui prend feu, donc tu rates ton poulet, mais qui prend feu, tu frappes chez le voisin, tu dis mon poulet prend feu, mais ça n'intéresse personne. Par contre, quand tu mets de l'emballage et pour présenter le poulet brûlé ou pas, hein, ça intéresse tout le monde. Ouais, ça intéresse tout le monde. Au fait, c'est ce que font les artistes, quoi. C'est-à-dire, moi, les soins sur le terre, ça intéresse pas. En fait, ça intéressait juste pour aider les gens qui peuvent aider, tout ça. Mais comment prendre une histoire pas du tout sexy et la rendre encore, ouais, faire une remise à jour et pour que ça intéresse. Ça, c'est la magie des artistes. C'est-à-dire, moi, même par rapport à la langue française, moi, sincèrement, moi, je me sens très souple au niveau du cœur par rapport aux langues. La langue française, ok, la France a colonisé Haïti pendant 3 siècles, tout ça. Et il y a la dimension de butin de guerre, mais en dehors de ça, je me sens très souple au niveau du cœur, parce que le propre d'un écrivain, le propre d'un poète, c'est pas d'écrire vraiment en français, ni en norvégien, ni en anglais, ni en espagnol, c'est d'inventer sa propre langue. Et en même temps, tout en faisant le pari de la beauté, mais à travers ses propres lunettes. C'est intéressant. On a de la chance, parfois, de boire un verre et de devenir poète, quoi. C'est ça ne tenait qu'à ça. Hein. Merci à tous les trois. Et aussi, moi, je voudrais ajouter effectivement qu'il y a, donc sur scène, nous avons trois auteurs
qui a chacun un style différent. Donc je vous recommande vraiment la lecture. C'est 3 approches différentes, mais c'est passionnant les 3. Et donc au début, je vous avais demandé de nommer une source d'inspiration. Et du coup, pour terminer, nous allons quand même faire quelques lectures. Priya va lire un passage de son livre et James aussi. Mais avant ça, je voulais vous demander de nous donner un conseil de lecture. Une autrice contemporaine ou un auteur contemporain que vous appréciez particulièrement. Pas nécessairement contemporain même, mais juste un conseil de lecture. Donc, Priya. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, c'est peut-être une réflexion. Je ne sais pas, je pense à l'écrivaine nigérienne Chimamanda Adichie, je ne sais pas si je prononce bien, qui a écrit Americana, entre autres. Et ce que j'apprécie beaucoup avec elle, elle dit en anglais, parce qu'elle écrit en anglais, The danger of a single story. Donc, moi, ça me parle beaucoup, parce que ça veut dire le danger d'une histoire unique, une seule perspective. Et justement, Riambel, c'est ça, c'est l'autre perspective. Et on a parlé tout à l'heure de pourquoi on a écrit, pourquoi. Et moi, j'ai écrit Riambel, justement, c'est venu d'un sentiment de colère. Je vivais en Allemagne à l'époque, et c'est après le meurtre brutal de George Floyd qui a choqué le monde, donc le mouvement Black Lives Matter. Et j'entendais toutes ces discussions autour de moi, et ça me choquait, ça me perturbait, et on a parlé de protester. Donc les gens protestaient, manifestaient dans les rues, et moi, c'était ma façon à moi de protester. J'ai pas été dans les rues, courir, protester, mais c'était ma façon de protester dans les mots, dans le style. Donc c'est un style assez spécial, non-conformist, comme on dit en anglais, qui ne conforme pas. Donc j'ai écrit en fragments. C'est une écriture fragmentée. Pourquoi? On me demande. Ben justement parce que ces femmes, elles ont subi tellement de violence quand on souffre de trauma, on n'arrive pas nécessairement à penser ou écrire d'une façon cohérente. Donc c'est un peu ça. Pour revenir conseils, réflexions, donc il faut voir l'autre côté. On parlait justement, tu parlais de tourisme. Donc l'île Maurice est connue comme une destination mais vraiment touristique, etc., honeymoon. Et il faut voir l'envers de la carte postale. Et voilà, c'est un peu ça le... C'est pas un conseil, la réflexion. Je vous invite à réfléchir peut-être, je sais pas. Ouais, une bonne réflexion, merci. Voilà. C'est intéressant aussi, le roman de James, il est aussi très fragmentaire comme ça. Oui. James ou Harry? Comme je suis le plus vieux, je passe après toi. Pour le conseil, Jean d'Amérique qui a écrit Soleil à coudre, c'est un jeune poète haïtien, romancier, même il fait tellement de choses, et il fait du théâtre aussi, et il brille dans tous les domaines. C'est un diamant brut et qui vit maintenant en France. Et il a écrit ce roman Soleil à coudre, ça fait 2 ans, je crois, ça fait 2 ans. Et je vous recommande fortement ce roman, et ça campe Port-au-Prince aujourd'hui, la capitale de l'Haïti, qui est complètement gangrenée, qui est envahie par des gangsters. C'est un gangstérisme d'État, il faut le dire. Et il le fait avec tellement de poésie, et avec aussi l'influence du rap Tupac. Et ça parle des quartiers populaires. Et c'est super beau. Merci. Et Harry? Moi, dernièrement, je suis tombé sous le charme d'un livre magnifique que j'ai lu en français. C'est de l'écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakine,
qui vient de sortir son livre qui s'appelle La princesse de Zanzibar, et qui vit en exil en Autriche depuis pratiquement 2 décennies. Il a été chassé du Soudan parce que il a été emprisonné plusieurs fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut nous laisser écrire. Il ne faut pas nous censurer. À quand ça censurer? Bien sûr, on est là pour provoquer. Si un écrivain ne provoque pas, n'est pas un écrivain. Si on ne met pas le doigt où ça fait mal, on n'est pas là pour écrire. Donc, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une satire de l'histoire, c'est une satire de sa société, c'est une satire de Zanzibar encore. Zanzibar, destination touristique très prisée. Et donc, il montre l'envers du décor de Zanzibar, qui est vraiment un livre magnifique que je vous conseille. Et j'ai écrit une petite chronique dans Africa as a Country, donc je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment un livre magnifique. Merci beaucoup tous les trois. Donc, on va terminer avec des lectures. Donc, est-ce que tu veux... Oui, oui. Est-ce que tu veux commencer, Priya? Oui. Merci. J'ai besoin de mes lunettes, sinon je vois rien. Donc, voilà. Donc, c'est la première page. Je suis l'arrière-petite-fille issue d'un viol de plantation. Mon noir d'ébène, légèrement plus clair, présente une nuance. Je suis la fille d'esclaves créoles et de quelque chose de bien plus sinistre. Une lignée de domestiques et de maîtres blancs qui maltraitaient leurs travailleurs. J'ai une ascendance masculine blanche en moi, involontairement. La blancheur que je porte n'était pas un choix. Les barons du sucre cupide ont pris ce qu'ils voulaient. Des femmes et des filles sur lesquelles ils avaient un pouvoir absolu. Et ont négligé ensuite de déclarer leurs enfants. Comment peuvent-ils nier leur passé morbide alors que nous, les bâtards du colonialisme, sommes là pour leur rappeler leur héritage? Nous portons la vérité sur nous, aussi claire que la lumière du jour. Le ciel bleu au-dessus de nous ne ment pas. Nous sommes la preuve vivante d'une histoire sombre qui ne peut être étouffée. Regardez-moi et dites-moi que l'histoire ne m'a pas entachée. Papa loco, où c'est vent, ou a poussé n'aller, où c'est papillon, ou a poté nouvelle bayagoué. Papa loco, où c'est vent, ou a poussé n'aller, où c'est papillon, ou a poté nouvelle bayagoué. Les noms des oiseaux. Peut-être que je n'aurais rien su si je n'avais pas rencontré Amoré, ma petite fée napolitaine, ma belle tigresse de frangipane. J'aurais continué peut-être à écrire des poèmes en vers libre dans les rues cabossées de la ville. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, mes os ne seraient bons même à faire de la poussière. Ce qui me serait resté se trouverait peut-être dans une fosse commune ayant reçu les petits Mozart de la cité. Chaque fois que je raconte cette histoire à quelqu'un qui n'est pas du pays, à un étranger, comme on dit, il prend toujours soin de me rappeler que même si vous avez failli finir dans une fosse commune,
ça ne fait pas de vous un petit Mozart. Admettons tout de même que je ne suis pas un petit Mozart, que tous les morts ne sont pas des petits Mozart. Je ne comprends pas le jugement hâtif ni l'impolitesse brute devant ma condition humaine en pointillé. Je ne comprends surtout pas le silence non observé au bord de ma fosse commune et de mon histoire hypothétique de petit Mozart. Bref, les secouristes au long cours, les étrangers comme on dit, me ramènent toujours à ma condition d'ombre perdue, comme quoi je ne peux pas rêver de ma chanson, ni donner muscle à ma petite musique intérieure. Alors qu'il est, je me demande ce que je serais devenu sans ma rencontre avec Amoré. C'est elle l'étrangère qui a travaillé comme bénévole pour différentes structures humanitaires. Elle l'expat avant la lettre, qui est passée en papillon de la rose des champs à la fleur vénéneuse de la ville cabossée. C'est Amoré, elle qui n'est pas du pays, elle l'étrangère qui m'a permis de me familiariser avec ce qui reste de mon pays. Elle qui m'a aidé à m'intégrer au cœur de la dislocation, au mi-temps du grand chaos, au milieu du grand bordel du siècle où tout le monde encule tout le monde, des nationaux, les internationaux des nationaux et les internationaux des ultranationaux. Amoré m'a fait rencontrer des séraphins. Amoré m'a fait toucher le sexe des anges. Amoré m'a fait monter, voler au plus haut de l'échelle. Elle m'a fait toucher le point G des ONG. Sous l'aile d'Amoré, j'ai rencontré des colombes, des condors, des malfinis, des tourterelles, des aigles, des urubus, des pipirites, des corbeaux qui discutent fromage au bec. J'ai rencontré des charognards parfumés, des pans qui font la roue. J'ai rencontré des pintades, des loups-garous, sans compter les canards sauvages prêts à passer à la casserole ou à la casse. Amoré m'a fait rencontrer des perruches, des jacobins galants, que sais-je. Le petit Bernard n'est pas un dictionnaire des animaux. Ne m'en demande pas plus. On ne peut pas vivre dans un pays complètement déplumé et connaître à la fois tous les noms des oiseaux. Merci à tous les trois. Donc tout à l'heure, il y aura donc le concert de Maya, mais là, on avait déjà de la musicalité. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Un beau week-end qui est infernal.